Gens de la radio, gens de la boîte à images, bienvenue. Je m'appelle Amos Desesquers et je serai votre guide pour le programme Amos vous raconte son histoire. Une série de 10 épisodes portant chacun son thème. Je vais vous raconter des histoires sur les gens, les bâtisses, les débuts de notre village et les grands événements qui en ont fait une ville unique en plein cœur de la forêt boréale. Ouvrez grand vos oreilles puis montez le son. Bienvenue à tous et à toutes au podcast Amos vous raconte son histoire relatant la vie, ou du moins une partie de la vie de la légendaire famille Turcotte, première famille à être venue s'installer pour de bon dans ce qui allait devenir la ville d'Amos. Aujourd'hui, on abordera principalement les thèmes de cette folle odyssée, donc le mythe qui a entouré toute cette aventure de 21 jours, ou plus ou moins 21 jours, peut-être qu'on va me corriger durant l'épisode, les motivations de cette première famille-là et des autres premières familles, la légende des Turcottes là, qui est née à partir de ça, là, tout ce qui est livres, chansons, même mascotte à certains moments donnés. Donc, le 100e anniversaire aussi qui a été célébré en 2014. Donc, bienvenue à ce podcast Amos vous raconte son histoire. Toujours avec moi pour co-animer ces très instructives émissions. Je vous présente Véronique Filion, scénariste, conceptrice et auteure comédienne avec les productions du Raccourci. Et elle a écrit La folle odyssée de Bernadette en 2010 et elle a interprété le rôle-titre de Bernadette. Cette pièce de théâtre relate l'arrivée de la famille Turcotte et a été présentée 100 ans plus tard, jour pour jour, le 15 octobre 2010. Bonjour Véronique. Salut Bruno, ça va bien? Oui, et je ça va me très bien. rappelle, cher co-animateur, que tu avais fait la mise en scène de ce spectacle. Tu avais utilisé la vidéo, l'animation, le mapping et ça avait permis de nous faire vivre le voyage en canot, mais sur la scène du Théâtre des Esquers. Oui, et c'était vraiment un beau moment marquant dans notre carrière. Je pense qu'on va s'en souvenir toute notre vie. Nos invités pour faire vraiment le tour de ce sujet-là aujourd'hui, on a avec nous Sylvie Turcotte et Linda Burke, toutes deux de la grande famille des Turcotte, premiers arrivants, colonisateurs de l'Abitibi. Sylvie, bonjour, Bonjour. Vous avez contribué, entre autres choses, là, à la Société d'histoire en fournissant plusieurs objets qui appartenaient à la famille Turcotte et plusieurs photos également. Et vous êtes la fille de Silvio Turcotte, né en 1917 à Amos, enfant d'Ernest et Albertine. Effectivement, je suis la dernière de la famille de Silvio. Silvio, c'est le 5e qui est né à Amos et il y en a 2 autres qui ont suivi par la suite. Bienvenue, bonjour Sylvie. Et également, on a avec nous Linda Burke, née à Rouyn-Noranda. Vous êtes la petite fille d'Aline Turcotte et Joseph Bissonnette. Également, petite fille d'Oliver Burke, qui est aussi un pionnier arrivé en 1926 à Rouyn-Noranda. Donc, vous avez gradué en technologie minérale au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue en 83 et travaillé dans ce secteur depuis ce temps-là. Donc, je sais également que vous êtes une grande sportive et fière abitibienne. Bienvenue, Linda. Ouais, ben merci beaucoup. Ouais. C'est exact. Je suis la petite fille de Aline, qui était la 3e des 4 enfants qui ont traversé avec eux cette épopée. Juste comme ça, d'entrée de jeu, on parle de la 5e à 3e. Combien d'enfants en tout Ernest et Albertine ont eu? Il y en ont eu 11. 11, OK. Oui. Eh bien, si vous permettez qu'on se tutoie pour cet épisode, ça vous Certainement. convient? Pas de problème. All right. Bon, alors, moi, nous autres, là, vous savez, on est curieux. On va vous poser plein de questions aujourd'hui parce que, évidemment, nous, on a écrit certaines choses pour le circuit Amos vous raconte, pour la folle odyssée de Bernadette, mais je suis certain qu'il y a plein de choses encore que vous avez à partager avec nous. Donc, on est très heureux de vous avoir avec nous. Merci d'être là. Merci. Alors, je tiens à remercier tous nos partenaires qui ont rendu possible la production de ces épisodes, particulièrement la Ville d'Amos via le programme de soutien financier au projet culturel en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Je prends quelques instants pour vous demander une petite faveur, chers auditeurs, particulièrement à ceux qui nous regardent sur Facebook. Commentez et likez la vidéo, car vous savez, avec l'algorithme Facebook, des fois, on ne se retrouve pas souvent vu. Donc, même si vous aimez la page, ça ne veut pas dire que vous allez voir la vidéo. Donc, vous pouvez nous mettre dans vos préférés, évidemment. Et aussi, en commentant, dire juste seulement « Bravo, on est content que vous soyez là ». De cette façon-là, la vidéo va se retrouver plus rapidement sur le fil d'actualité de toutes les personnes qui aiment la page « Amos vous raconte son histoire ». Et ça permet aux gens de voir ce podcast. Donc, sachant que c'est gratuit, on vous en demande
demande pas tant. Et c'est pour nous très important. Je vous invite donc à aimer et partager notre page Facebook, YouTube, Instagram ou encore en vous abonnant à notre balado sur Spotify, Balado Québec et l'application Balado d'Apple. Sinon, je vous rappelle que vous pouvez écouter tous nos épisodes en vous rendant directement sur notre site internet amosvouraconte.com. Tu vois, mon gars, ces petites pattes-là, là, c'est des traces de lièvre. Ceux-là, là, c'est des traces de renard. Ceux-là... C'est quoi cet animal-là? Et bonjour, Madame Turcotte. Appelez-moi donc Bartine. Tout le monde en ville m'appelle comme ça. Bienvenue au centre de camping, Bertine. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Mon ami, je vous assure que les temps sont bien trop durs, mais on n'est pas découragé. Dans pas long, on va camper. Ernest veut du Polaris et puis une grosse génératrice, un côte à côte et un trailer pour éviter le ramanchant. Je vous propose un tour du magasin. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, Bertine. Vous avez des beaux produits, aidez-moi à faire le tri. Des roulottes et des VR, vraiment tout pour le plein air. Des slingshots et des fiftuils, des remorques pour le gros stock. Sans parler de vos VTV, je sais pas me décider. C'est pas tout. On a encore bien d'autres choses pour agrémenter votre été. J'ai bien vu que pour les soupers, vous avez des beaux foyers. Puis toutes sortes de barbecues avec les kits, voyez-vous. Il y a des sauces et des épices, vous êtes vraiment de service. Je vous dis que vous êtes les kings dans vos centres du camping. Ça va venir, on sera bien préparé. Moi j'ai toujours le cœur gai, puis j'ai bien hâte d'aller camper. Et on a aussi tout ce qu'il vous faut pour l'hiver. Du camping en hiver? Ben non, mon petit gars, on a aussi des motoneiges. Alors, voici, comme introduction de cet épisode, un extrait du journal intime de Bernadette sur leur journée d'arrivée à Arikana. Après avoir passé l'été à Nord-Témiscamingue, nous décidons le 22 septembre 1910 de partir avec nos familles apportant armes et bagages. Voici les noms des voyageurs. Joseph Turcotte et son épouse Bernadette Thomas, Ernest Turcotte et son épouse Albertine Chalifou, ainsi que leurs enfants, Armand Turcotte âgé de 5 ans, Rose Turcotte âgée de 3 ans, Aline Turcotte âgée de 2 ans, Ivanoé Turcotte âgé de 9 mois seulement. 21 jours plus tard. Samedi, le 15 octobre, c'est la dernière journée de notre long voyage. Nous déjeunons et partons favorisés d'un bon vent, ce qui nous permet de faire usage de nos voiles, et le trajet se fait rapidement. Nous arrivâmes enfin à l'endroit où le tracé du transcontinental traverse la rivière à 5 heures de l'après-midi. Il pleuvait à verse. Nous aperçûmes quelques campements en construction de la compagnie Foley Welch et Stewart, entrepreneurs de chemin de fer qui venaient de commencer leurs travaux. Monsieur Lang, contremaître, nous vit arriver, vint à notre rencontre et, rempli de pitié, nous offrit l'hospitalité. Les hommes levèrent les tentes et bientôt M. Lang les envoya chercher pour le souper, ce que nous avons tous accepté. M. Lang avait sa femme avec lui. Ils étaient bien surpris de notre arrivée et nous demandaient ce que nous venions faire. Nous leur répondions qu'il n'y avait rien à notre épreuve et que nous pouvions faire n'importe quoi. Après le souper, ils nous invitaient à coucher dans leur camp. Mais nous commencions à être sauvages et préférions coucher sous nos tentes où nous avions installé nos poêles de tôle. Le lendemain, 16 octobre, c'est dimanche. Fatigués du voyage, nous nous sommes levés tard. Il était tombé 6 pouces de neige durant la nuit. Merci, Véronique.
Je suis tellement contente. Je veux dire, c'est tellement précieux que d'avoir un petit journal comme ça qu'une femme quelconque, ordinaire, écrivait pendant son voyage, ne pensait pas 2 secondes que ça allait se retrouver comme quelque chose, un écrit précieux. Et moi, c'est à partir de ça, entre autres, que j'ai pu travailler le texte théâtral de La folle Odyssée de Bernadette. Et c'est... Et d'Amos vous raconte aussi. Exactement. Puis c'est vraiment... quand les femmes tiennent des journaux, il y en avait beaucoup qui le tenaient à l'époque, tu le fais pour toi, tu n'as pas aucune idée qu'un jour, ça va devenir quelque chose dont on s'arrache. Et puis que là, je me rappelle qu'en 2014, il y a eu une édition où on l'a publié avec la Société d'histoire pour que monsieur, madame, tout le monde puisse lire ce journal-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de formidable que d'avoir ça. Est-ce que c'est un écrit qui est légendaire dans la famille? Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes fiers ou qui a marqué votre vie, finalement, ce journal-là? C'est sûr que le fait d'avoir pris le temps de tout écrire, ce qui se passait au jour le jour, c'est très précieux pour tout le monde dans la famille parce que c'est réel. Oui. C'est vraiment ce qu'ils ont vécu. Puis on voit, on sent en tout cas la peur, puis les émotions, tout ce qu'ils ont vécu, on le sent dans son journal. C'est vraiment... Mais tu as raison, Sylvie. Il faut comme lire un petit peu entre les lignes. Il faut être sensible parce que Bernadette, ses descriptions peuvent être parfois cliniques. Nous avons canoté 2 jours. On a mangé. Il faisait beau. Donc, et c'est à force de lire que là, on peut sous-entendre quand ils étaient excités, quand ils avaient peur. Mais c'est pas un journal où elle livrait nécessairement ses états d'âme. C'est à nous, les lecteurs, à décoder un petit peu ce qu'il y a derrière ces écrits. Mais les passes où est-ce qu'il y a beaucoup de vent sur les lacs, puis l'eau arrive à 2 pouces du bord, puis qu'ils réfléchissent à même larguer des choses, c'est vraiment émouvant. Oui. On se demande s'ils vont réussir à aller jusqu'au bout de leur rêve, de se rendre. Mm-hmm. Puis même, à un moment donné, ben là, on plonge dans le journal. C'est peut-être pas le thème du sujet, mais à un moment donné, ils s'en vont chercher du stock sur un autre portage ou un autre spot. Ils laissent les femmes tout seules. Puis les femmes, à un moment donné, ils se rendent compte que ça prend plus que 2 heures. Là, ce qui se passe dans leur tête. Ce qui a pu leur passer par la tête dans ce temps-là. Il n'y avait plus de canot. Là, ils étaient partis avec les canots. Ils étaient seuls. Abandonnés au cœur d'une forêt hostile. Oui, c'est quelque chose. Inconnu. Personne autour d'eux autres pouvait aller les chercher. Les aider. Mm-hmm. Ils étaient seuls. Exactement. Ils ont vraiment été aventuriers. D'ailleurs, pour vous situer là, dans la grande famille des Turcotte, est-ce que vous pourriez nous aider peut-être à tracer grosso modo l'arbre généalogique pour vous retrouver, vous deux, au final? Dans cet arbre-là, il y a eu Ernest et Albertine. Oui, il y a eu Ernest et Albertine qui ont eu des enfants. Puis de ces enfants-là, Aline est arrivée. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'Amos, Joseph-Édouard Bissonnette, ils ont eu 3 enfants ensemble, dont ma mère, Lucienne Bissonnette, qui s'est mariée avec un monsieur Burke de Rouyn-Noranda. Puis moi, je suis arrivée. Donc, tu es la 3e génération à partir là, d'Aline. Oui, d'Aline, oui. Oui, d'Aline. Et puis moi, Ernest, c'est mon grand-père. Directement. Ouais. Mais comme tel, j'avais 3 ans quand il est décédé. Donc, je ne l'ai pas connu vraiment. Non. Puis ma grand-mère étant allée rester chez Aline, je ne l'ai pas connu beaucoup non plus parce qu'on ne voyageait pas beaucoup dans ce temps-là. On travaillait, puis c'était pas mal ça. C'est sûr que, tu sais, il y a une légende autour d'Ernest qu'on disait que c'est un homme costaud, fort. Alors même quand on connaît quelqu'un qui est grand-papa, là, on a de la misère à s'imaginer quand il était jeune, puis quand il était fort. Fait que déjà là, il y aurait eu un petit décalage entre la légende de Ernest, qui paraît-il portait des troncs d'arbres, puis grand-papa Turcotte, là, il y aurait eu de toute façon un décalage, mais parce qu'il y avait quand même toute une réputation, là, ce Ernest-là, dans sa force de l'âge. Hein? C'est sûr que autant lui que Joseph, c'était considéré comme des hommes forts. Mm-hmm. Donc, il était capable de faire beaucoup.
Ben juste d'être seul rameur en canot avec, on disait... 2 tonnes de marchandises. Parce que les femmes ne ramaient pas, elles étaient occupées avec... Ben oui, c'était une grosse tâche, les enfants. Puis on en parlait avant l'émission, les enfants étaient très jeunes et ils passaient toutes les journées dans le canot. Donc, il n'y avait que les hommes là, qui se chargeaient des portages, du ramage. C'était pas une aventure pour un feuilluette, comme on pouvait dire à l'époque, hein? Vraiment pas, non. Ma grand-mère racontait, j'ai fait un petit travail au cégep, puis je l'ai interviewé, ma grand-mère, puis elle me racontait de son souvenir de ce voyage-là, que Ernest il attachait 2 sacs de farine à sa taille, puis il embarquait un enfant en arrière sur son dos pour portager avec du stock dans ses mains, tu sais. Fait que ça prenait quelqu'un de fort, là, puis c'était pas sur le trottoir, hein, ça devait être dans la swamp. Ah oui. Il faisait pas un voyage à l'âge. Non. Mais c'est parce que ça, c'était dans le portage, puis il y avait des portages, des fois, des petits courts portages de 500 mètres, mais il devait en avoir il y en avait un de 3000, je pense, quand on passait de la ligne de partage des eaux au lac Kewagama, dans le fond? Oui, c'est ça. De Kewagama, je pense, au lac Malartic, avant de monter vers la rivière Arikana. Là. Il était long, je pense. Il y avait 3 jours. Oui, 3 jours de portage. Ouais. On l'avait, dans le journal, il est écrit, puis c'était 3 jours de pluie, la swamp. On se rappelle toujours qu'on est à l'automne. Donc, il fait fret. Il fait fret, hein, au mois de septembre-octobre, là. Dans tout ce voyage-là, parce que c'était quand même un voyage assez incroyable. Il y avait évidemment, les Autochtones habitaient le territoire, connaissaient bien les chemins, mais peut-être pas de là à en faire des cartes. Donc, il y avait peut-être quelques prospecteurs qui avaient fait certaines cartes, mais c'était un voyage incroyable. C'était quoi leur motivation à Ernest, Joseph et leur famille? Leur motivation principale, la seule motivation, dans le fond, c'était qu'ils voulaient travailler. Ils voulaient faire vivre leur famille. Ils s'en venaient ici pour travailler, pour avoir de l'emploi, pour faire vivre les familles. C'était leur motivation. Mais Sylvie, comme plusieurs se posent la question, pourquoi ils sont partis en automne? Pourquoi ils n'ont pas attendu la belle saison? Ils voulaient travailler, mais ça se peut-tu qu'ils voulaient vraiment aussi arriver avant que tout le monde arrive? Je le sais pas. Ça, on ne sait pas. C'est peut-être un petit côté mystérieux qu'on a. Où est-ce qu'ils ont appris que le chemin de fer s'en venait? Puis c'est peut-être la décision qu'ils ont prise, mais c'était quand, ça, on ne sait pas. OK. Et cette histoire-là du fameux voyage en canot, là, c'est-tu quelque chose qui fait partie de votre famille, qu'on raconte à Noël? C'est-tu une histoire que vous aviez toujours su ou que, par exemple, Linda t'apprend à un âge avancé? Hein, c'était lui, mon grand-père, mais j'étais donc bien pas au courant. Ou c'était vraiment quelque chose qui se racontait dans la famille? Tout le monde savait que c'était les premiers. Moi, j'ai vécu avec ma grand-mère près à Rouyn-Noranda, puis j'ai aussi connu mon arrière-grand-mère, Albertine. Okay. Donc, j'avais de l'intérêt pour poser ces questions-là, tu sais, puis comment vous êtes arrivés, puis ça. Puis même au cégep, là, la toune de Raoul Duguay, avoir connu Ernest Turcotte qui avait des cuisses comme des troncs d'arbres, ça m'a appelé à me poser ces questions-là. Fait que oui, on posait des questions à grand-maman, puis tout ça, puis elle répondait, mais c'était pas comme... il n'y avait pas la vantardise de dire tout ça. Ils ont resté très humbles là-dedans. Exact. Mais quand on posait des questions, ils étaient contents de nous raconter ce qu'ils se rappelaient. Ils ne se rappelaient pas tellement du voyage. Moi, elle m'a plus raconté les années de début d'Amos. Le chaland qui traversait le pont avant qu'il y ait un pont, là, la rivière, puis ça. C'était plus ça qu'ils nous racontaient, mais de l'épopée du voyage, je pense que c'est des petites affaires comme les sacs de farine. Ça l'a rendu un peu mythique. Le voyage, pour nous, c'est mythique. Mais effectivement, de développer la ville d'Amos, ça devait être quelque chose aussi. C'est vrai qu'on focus peut-être sur le voyage, mais donc, dans les débuts, là, comment c'était pour une première famille de venir s'installer ici? Pas de magasin, pas de route, rien. Tu sais, c'est le désavantage d'être les premiers. Hein? Faut tout bâtir. Mais c'est pour ça qu'il avait apporté plein de marchandises. Il avait apporté ce qu'il pensait qu'il était pour avoir besoin pour le temps qu'il était là. Puis il y avait quand même les foreman du train qui étaient là puis qui ont pu aider pour certaines marchandises. Leur souvenir des débuts d'Amos, est-ce qu'ils en ont
de leurs souvenirs? Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce qu'ils ils en ont partagé? Moi, à part le chaland que je me rappelle qu'elle m'avait raconté, je me rappelle pas d'autre chose. Le chaland, ça, c'est? C'était une espèce de plateforme qui traversait la rivière parce qu'il n'y avait pas encore de pont. OK. Le pont est arrivé en 12 ou 14, Ouais. de mémoire. Mais avant ça, pour aller de l'autre côté, il y avait comme une espèce de... Ce que j'appelais le là, back-passeur. Puis il fallait que quelqu'un le rame. Elle devait se rappeler de ça, que son père travaillait là-dessus, peut-être. Là. Oui. Mais, et puis, on avait entendu aussi l'épisode du premier hiver, quand Ernest est arrivé et il aurait tombé dans l'eau et il s'est tellement gelé les jambes à un point où il a dû rester assis pendant 2 mois. Puis ça, c'était le premier hiver qui arrivait. Et donc, ça fait que Bartine avait besoin de son homme. Comme on dit, c'était pas le temps de tomber malade, mais c'est ce qui est arrivé. Ça, c'est-tu quelque chose que vous étiez au courant? Ça fait-tu partie des souvenirs familiaux? Oui, je me rappelle. Oui. Excuse, je me rappelle que mon père racontait que c'était les Amérindiens qui étaient venus faire comme un genre de mixture pour aider à refaire les muscles, la peau, parce que c'était vraiment gelé beaucoup, là. Et puis, il devait pas être content, hein? Je veux dire, tout ce trajet-là, ça devait être difficile. Puis là, tu te dis, bon, c'est le temps de construire puis d'y aller. Puis, ouf, immobilisation forcée au repos. Exactement. Il pouvait vraiment rien faire. Et c'est Joseph qui a fait la trappe puis pour la famille. Puis... Moi, c'est drôle. Je ne sais pas s'il y avait bon caractère, mais quand je pense à ça, j'imagine toujours le monsieur sur sa chaise qui bougonne dans la cuisine parce qu'il voudrait être dehors en train de faire quelque chose, puis il est pogné en dedans, attendre que ça passe. Et je pense qu'il dépeçait. Joseph apportait le gibier. Puis Ernest, plutôt, il s'occupait de faire la peau, puis tanner, puis récupérer la viande. Puis il faisait la partie interne. Tout ce qu'il pouvait faire assis, il le faisait. Il participait quand même, mais il n'allait pas dehors. Ça devait lui manquer, oui. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont légué selon... Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez nous raconter qui vous ont légué ou qui vous ont marqué, peut-être de leur vie ou peut-être de la vie de leurs enfants dans les débuts de l'Abitibi? C'est quand même un trait de caractère, ça, vouloir s'en aller comme ça en Abitibi. Est-ce que vous pourriez le goût de l'aventure, Ouais. peut-être? Moi, j'ai fait des campings d'hiver là, à partir pendant la semaine de relâche avec un sac à dos puis un groupe, là. Peut-être, mais ça ne vient pas nécessairement de là. Je pense que ça vient juste de notre nature, peut-être, qu'on avait cette... Parce qu'on dit qu'il y a certains traits de caractère qui peuvent se retrouver dans des familles. Puis moi aussi, j'ai tendance à me dire que tous les Turcottes, on ne traverserait pas le continent en nage, mais je vous vois comme des gens déterminés. Quand ça a une idée, à quelque part, ça se rend à son objectif. J'ai l'impression aussi, moi, que les Turcottes et les descendants, c'est des gens qui ne se plaignent pas. Qui sont humbles parce qu'ils auraient pu se vanter, là, franchement. Là, moi, elle est arrivée la première, tout le monde l'aurait su. fait que c'est surprenant d'avoir quand même accompli autant d'exploits et de par leur nature, de ne pas se de pas capitaliser là-dessus. Ouais. Puis, fait en tout cas, c'est comme ça un peu que je perçois la famille et les descendants. Oui, c'est sûr qu'ils étaient... Ils ne parlaient pas, ils ne s'en vantaient pas. Non. Il y avait d'autres mondes qui étaient arrivés aussi, qui ont travaillé dur, qui ont travaillé fort. Donc, pour eux autres, ils étaient peut-être les premiers, mais ils n'étaient pas les seuls qui avaient eu de la misère puis qui avaient travaillé fort. Oui. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que ça... Là, toi, tu interprètes beaucoup de choses. Tu te dis, moi, je les vois comme ça, les Turcottes, puis tu sais. Mais qu'est-ce que c'est de vivre sous cette aura-là, finalement, parce que c'est une légende. Dans le fond, ça l'a précédé un peu votre vie à vous, ce mythe-là. Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est pas le fun? Non, c'est rien de tout ça. On vit notre vie comme eux autres ont vécu la leur. Il n'y a pas de différence avec le voisin. Le voisin a vécu sa vie aussi. On n'est pas... ancré dans le mode on est les premiers. Non, c'est pas ça.
on est les premiers, mais il y en a eu d'autres qui ont travaillé fort. Puis... Fait que ça vous dérange pas que je prenne la légende, mettons, de votre famille, puis que moi et d'autres, on en refasse d'autres choses, on raconte des histoires, on les interprète, on les imagine avec les détails qu'on a. Ça, vous êtes à l'aise de dire, oui, il y a un mythe dans notre famille, mais il appartient pas juste à votre famille. Ça reste mythique, mais il ne faut pas trop s'éloigner du but de leur voyage aussi, de venir gagner leur pain ici, puis d'en faire... je pense que c'est le fun d'avoir le plus réaliste possible l'histoire. Oui. Ouais. OK, fait qu'on peut pas trop le faire lever trop d'arbres, là, Ernest. Faut quand même rester crédible. Parce que moi, là, je suis en train de travailler sur un film. Non, blague à part, la folle Odyssée, qu'on l'a appelée la folle Odyssée de Bernadette en 2000, c'est en 2010 qu'on a fait ça. Oui. Vous l'avez, Sylvie, tu l'as vu, Oui. t'étais là. Parmi les membres de la famille, vous étiez, je pense, une 75aine dans la salle ce soir-là, 100 ans jour pour jour. Et est-ce que vous en avez reparlé dans votre famille de cet événement-là, le fait qu'il y a eu comme une célébration, un spectacle, puis un rassemblement par la même occasion autour de cet événement-là? C'est sûr qu'on est fiers d'être mis en évidence. C'est quelque chose de bien pour la famille. Mais de là à dire on se pète les bretelles, là, non. C'était leur vie, puis c'était normal pour eux autres. C'était ce qu'il y avait à faire pour pouvoir faire vivre leur famille. Mais comme tu dis, les autres familles étaient là aussi, sont venues prêter main forte. Dans le fond, tout le monde a prêté main forte pour bâtir cette Abitibi-là. Puis, c'est nous autres qui trouvent ça extraordinaire. Pour eux autres, ça ne l'était pas. Comme vous le dites, c'est bon, on n'a pas de job dans telle ville, on va aller ailleurs. Là, c'est l'heure qu'on va en avoir. Puis, mais c'est nous autres qui trouvent ça immense que de partir en canot. Et c'est nous autres qui trouvons ça spectaculaire. Mais en effet, pour eux, c'était leur quotidien, tout simplement. Vous n'avez pas le choix, c'est ce qu'il fallait faire. Mais tu as raison, parce que la première famille qu'on mette Albertine en évidence dans le circuit Amos vous raconte, c'est pour rendre hommage, dans le fond, à toutes ces familles-là qui étaient là en premier. Fait que c'est vrai que des fois, il faut faire des choix artistiques aussi. Puis c'est sûr que la famille Turcotte sort un peu du lot parce qu'ils ont passé à l'histoire en étant la première famille. Mais sans blague, je vois vraiment ça comme un film, moi. Cette aventure-là, en canot, j'appelle ça toujours mon river movie. Au lieu d'un road movie, ça sera un river movie. Fait que vraiment plonger pendant 1h30 dans cette aventure-là, essayer de faire vivre aux spectateurs parce que on en parlait tantôt, faire du camping sauvage avec nos enfants. Là, en 2 jours, tout le monde veut rentrer. Là. On dit qu'on a de la misère à se rendre à Montréal avec 3 enfants, alors 22 jours de canot. C'est quand même incroyable. C'est pas un exploit qu'on ferait nécessairement aujourd'hui. Il faut dire qu'on est une autre époque, mais... ça reste quand même incroyable parce que la plupart des familles, tu parles, oui, il y a eu une famille numéro 2 puis une 3e. Il y en a qui sont venus par train, puis quand on lit les descriptions, c'était pas super comme condition non plus de transport. En fait, tout le monde qui arrivait en Abitibi avait eu le transport un peu difficile et puis c'était... tu disais, tout le monde s'est tenu pour faire un village, mais il n'y avait aucune condition gagnante, là. C'était difficile. Très, très, très difficile, oui. C'est sûr que nous autres, on voit ça comme étant extraordinaire puis difficile, mais eux autres, c'était leur vie de tous les jours. Ils n'étaient pas les plus malchanceux parce que c'était leur vie. Oui, puis d'ailleurs, il était habitué là, de faire du canot, de faire de la chasse. Fait que, tu sais, c'était des métiers, ça, courants, justement. C'était leur là. mode de vie. Ben dans oui, ce c'est temps-là, ça. il n'y avait pas de voiture. Exactement. Puis les frères Turcotte avaient été dans l'Ouest canadien, ils avaient c'est quelque chose, été ça au aussi. Témiscamingue. Donc, c'était déjà des gars qui étaient habitués, justement, là, de voyager pour aller trouver des bons emplois, là. Puis il était autant la première famille que la deuxième famille de Philémon. Ils étaient toutes bilingues parce que la mère à Philémon était irlandaise. Donc, ils parlaient
parfaitement anglais. Vous pouvez aller famille. partout. Grâce Vous à pouvez ça, aller il faut aller partout. Et c'était un gros avantage pour l'époque d'être un Canadien-Français puis de pouvoir vraiment bien parler l'anglais. Et je pense qu'on le lit aussi un peu dans le journal de Bernadette. Joseph se débrouillait en langue autochtone aussi. Donc, ça pouvait l'aider pendant son voyage en canot, là, justement, d'avoir un peu d'aide des gens qui habitaient déjà ici, là. C'est assez pratique. 3 langues, là. Ils ont croisé souvent des Autochtones sur leur chemin. Puis dans le petit livret, justement, ils en parlent qui, souvent, ils ont beaucoup aidé ces gens-là à continuer leur périple. Oui, bien, en fait, les Autochtones, en général, aidaient à peu près tout le monde qui se ramassait ici parce qu'ils disaient « Mon Dieu, je ne sais pas s'ils se rendent compte tous Ils sont pas équipés, eux autres. Exactement. Fait que c'était vraiment une générosité spontanée de... Puis là, en plus, de voir les femmes puis les enfants... Ça, c'était quand même une grande première. Parce qu'il y avait déjà des gars, on parlait pour le chemin de fer. Il y en a qui étaient peut-être venus faire du repérage, des trucs comme ça. Mais de voir 4 petits mousses, puis 2 femmes, ça devait être assez surprenant dans le paysage. Comment? Oui. Vous avez vécu en Abitibi toute votre vie, les deux? Oui. Vous êtes fière abitibienne. Trouvez-vous qu'on fait assez de place à l'histoire, à notre passé? En général? Pour ce qui est de la famille, je pense que oui. Il y a quand même beaucoup de choses. Mais il faudrait aussi peut-être développer pour les autres familles. Il y a eu beaucoup d'autres familles qui ont... Mais c'est un peu un danger aussi. Si on parle de 2-3 familles, mais les autres vont dire pourquoi nous, on est arrivé pas mal d'un premier. Ça se peut. Oui. Donc, c'est un peu dangereux. C'est sûr qu'en parlant de la première famille, ben là, il n'a pas le choix, il n'a vu ça une première famille. Mais oui, c'est important que l'histoire de la ville soit connue des gens. Oui, mais c'est bon ce que tu soulignes parce qu'en mettant finalement de la lumière sur une famille, à quelque part, il y en a d'autres qui ont de l'ombrage. Et dans le circuit, le petit Amos le dit à un moment donné. Tu sais, des fois, on n'en parle pas parce que t'es arrivé 2e. Un peu comme les Olympiques, on se rappelle de la médaille d'or, mais les autres ont été tout aussi méritants, ils ont travaillé aussi fort. Mais effectivement, des fois, dans l'histoire, on va aller choisir le premier, la première, et ça fait qu'on oublie les autres. Exactement. Est-ce que les métiers qui ont occupé nos premiers arrivants, là, les Turcottes, entre autres, là, Albertine aussi a travaillé, tout le monde travaillait finalement à bâtir ce pays-là. Est-ce que vous savez un peu qu'est-ce qu'ils ont fait à travers l'histoire? Oui, j'ai posé beaucoup de questions. Je sais qu'on travaillait sur la terre. Fait que ma grand-mère, autant que mon grand-père, ils travaillaient sur la terre, puis on travaillait dans des chantiers aussi. Ma grand-mère accompagnait souvent Ernest avec les enfants, puis les enfants aidaient autant que les parents. Mon grand-père, il a travaillé au chemin à Amos, Montréal, sur le chemin pour la voirie. La voirie. Bien, ça n'existait pas dans le temps, là, mais il a aussi travaillé à Spirit Lake. Il a travaillé avec les gens qui étaient là. Il était comme surveillant. Et il trouvait que les gens là-bas ils étaient super gentils. Oui, c'était de toute façon... C'était tout du bon monde. Oui, c'est ça, c'était du monde comme nous autres, justement. Mais il y avait une autre nationalité, alors c'est pour ça qu'il avait été amené là. Il a aussi travaillé à l'hôtel Amos lors de la pandémie de la grippe espagnole. À ce moment-là, il avait perdu tous ses cheveux. Puis quand ils ont repoussé blanc. Il avait à peu près 35 ans, à peu près. Puis ils sont restés blancs jusqu'à son décès en 55. Mais attends peut-être un peu, là. Il a perdu ses cheveux. Il a subi une espèce de stress, une peur. On ne sait pas. Je sais pas. Ou une bactérie, peut-être. Mais aïe, OK. C'est un variant de la grippe espagnole qui aurait peut-être eu. Peut-être. Puis il a aussi fait de la prospection avec son fils Ivano. OK. Fait que c'est pas mal. Il prenait les contrats qu'il pouvait avoir, là. C'est un homme à tout faire. Il était capable de... Très habile de ses mains. J'imagine. Oui. Ben oui. Je sais que pour la construction des chemins, il était comme arpenteur, disons, là. Et c'est lui qui décide. En partie.
c'est lui qui décidait, ben on passe pas là parce que c'est trop swampeux ou on... Il connaissait le terrain. Il C'est ça. était capable d'évaluer la qualité du terrain. Exactement. Il n'y avait pas de papier là, officiel, mais... Assez d'expérience pour... Exactement. Moi, je suis curieuse. Tu sais, on dit qu'ils sont arrivés en canot, ils ont piqué leur tente pas loin du chemin de fer. Mais après, là, était où la maison? C'est où la première cabane, le camp? Moi, à chaque fois que je me promène dans la ville d'Amos, je veux savoir, il était où? Où il y a comme un mémorial là, de la famille, l'autre bord du pont, comme une... Une sculpture? Oui, une plaque quelconque. Là. Près du pont. Oui, près du pont. Du pont de voiture. Oui. OK. Ah, OK. Puis l'ancien foyer Saint-Joseph, c'est à peu près là qu'il était. La première maison. Là, tu me perds, là, le foyer chez Joseph. Mais... Je pense à un HLM présentement. Oui, c'est ça. D'accord. En arrière de la SADC, là, c'est cette grosse bâtisse-là. Là. OK, donc ils étaient comme sur la rive Amos Ouest. OK, Oui, parfait. oui. Quand ils sont arrivés sur la rive ouest. Parce que je pense que spontanément, c'est ce côté-là qui s'est développé. Plus résidentiel. Fait qu'ils se faisaient face à la maison outillée. Fait que là, Oui, Hector exactement. pouvait les checker. Et vice-versa. Oui. Hey, ça serait beau, ça, une belle statue d'Ernest Turcotte dans le parc sur le bord de la rivière. Parce que, tu vois, on se demande, il était où? T'es pour ça, Linda? Bien certain. Hey, moi, j'aime les statues. Mais il me semble qu'Ernest, avec son tronc, là, je reviens, là, mais ça ferait une on fierté. lance un appel Ça à ferait une tous. fierté. Oui, mais je parle de statues. Il y a un buste au centre Goyette-Ruelle. Il y a la rue Albertine Chalifou. Il y a la chanson de Raoul Duguay. Y a-tu trop d'hommages? Pas assez? Il manque-tu quelque chose? Je sais pas. Je lance ça de même. En tout cas, Linda puis moi, on est pour la statue. Ouais, mais Y aurait-tu je pense d'autres que projets? Le fait de faire rayonner des gens qui sont arrivés, qui ont, comme les pionniers ou D'autres familles. d'autres familles, c'est excellent. Puis ça fait connaître notre région. Mhm. Ça fait aussi, les gens sont fiers et c'est vraiment bien. Mais il faut pas quand même les pas oublier. trop en mettre. Pas trop en mettre. Faut respecter l'humilité d'Ernest Ouais. et d'Albertine à C'est quelque ça. part. Ouais, Ouais. exactement. Hey, moi, j'ai entendu dire qu'ils ont déjà été porte-parole du 25e ou du 50e anniversaire. Ça se peut-tu? Il y avait eu un char allégorique ou... Oui, ça se peut. C'est vague dans ma mémoire. Mais je sais que lors du 25e, Ivano s'est marié durant cette période-là, en 1938. OK. Donc, il s'est C'était lors du marié 25e. lors du 25e. Quelle personnalité il y avait, Ivano? Nous, on l'incarne dans le spectacle. Il n'arrête pas de dire « C'était moi le bébé, puis je me rappelle de tout. » Puis ça, c'est juste pour faire rire les gens parce qu'ils se rappellent de rien. Ben, on le met un petit peu taquin et rigoleur, mais quelle personnalité il avait, Ivano? Oui? Ben, il était ordinaire. comme tout le monde, là. Mais c'est sûr qu'il faisait un peu de taquinerie, mais pas tant que ça. Il gardait sa place pareil. Oui, il était comme le reste de la famille. Il était simple, puis discret. Discret. Est-ce que c'était pas mal l'ensemble des enfants avec comme Aline? Ben, je crois que oui. Il y avait tous des gens réservés, calmes. Moi, je les imagine moins comme des excités. Ils avaient l'air d'être plus... c'est sûr, comme on jasait, dans ce temps-là, on respectait papa puis maman, plus dans la discipline et tout ça. Mais moi, ma grand-mère était vraiment calme. Puis j'ai connu aussi Albertine, qui était une personne réservée, calme, Pieuse. à l'écoute des autres. Mm-hmm. Très pieuse dans ce temps-là. La religion était très importante. Ouais. C'est vrai, ça, qui a amené la statue de la Sainte Vierge Ça dans serait Bernadette dans leur qui l'a voyage en ramené. canot. Ah oui? Il y avait Oui. statue de Sainte Vierge, moulin à coude, puis poêle de mélasse. fond. Poêle de fond. Oui, puis Puis la mélasse. Le bac de mélasse. Oui. C'est tout vrai, ça? On sait Je pas. sais pas. Vous étiez pas là? on aurait tous aimé ça être là. Non, mais on aurait aimé ça qu'ils prennent des photos. Hein? Ils n'ont pas pensé à ça. Des photos, d'ailleurs, on a-tu accès à des photos de façon publique de ces familles-là? Ben, toutes mes photos, la Société d'histoire les a. Donc, À Amos. Oui, à Amos. Donc,
il y a plein de photos du début. Il y a des gens qui venaient puis qui devaient donner des cartes postales parce que c'était souvent la mode. Là. La photo était transformée en carte postale. Donc, à la Société d'histoire, il y en a quand même pas mal de photos. On peut aller les consulter là. Puis je sais que sur leur site web aussi, si on veut voir, mettons, la binette, ils ont une photo, là, justement, du couple Turcotte pour... Alors, est-ce que vous aviez des références, un peu comme le journal Bernadette, les gens qui voudraient en connaître plus sur la famille Turcotte, ou sur le mythe des Turcotte qu'on n'a pas nommé aujourd'hui? Parce que là, on peut aller consulter la Société d'histoire, c'est certain. Le journal de Bernadette est encore... il a été édité une fois, il est encore disponible, il reste des copies. Il y a Bernard Clavel qui a fait le livre Arikana et il y a 2 personnages qui s'appellent Raoul et je me rappelle pourquoi. Et c'est vraiment inspiré de Ernest et Joseph. Puis moi, je l'avais lu à l'époque du spectacle La Folle Odyssée parce que ce qui était le fun... dans son livre. Lui, c'est un livre de fiction, mais inspiré des frères Turcotte. Fait que les dialogues, l'espèce de dynamique entre les 2 frères, de se convaincre, puis de dire « let's go », puis après ça, il va falloir convaincre nos femmes. Puis moi, j'avais trouvé ça vraiment... C'est vraiment intéressant. C'est de la fiction. On dit pas que c'est les Turcotte, mais il faut le savoir que c'est inspiré d'eux. Donc, Bernard Clavel est disponible à la bibliothèque. Donc, nous, on va prendre une petite pause. Attends, avant de partir à la pause, là, oui. Monsieur Bruno Turcotte, là, moi, je voulais savoir, t'es-tu apparenté à Linda ou à Sylvie, la fesse gauche germaine d'une quelconque génération? C'est pas qu'on n'a pas essayé de se trouver des liens, particulièrement en 2010, là, alors qu'on a vraiment fait affaire beaucoup avec les Turcotte. D'ailleurs, Sylvie, tu avais beaucoup contribué à nous aider, à nous inspirer pour l'histoire du spectacle La Folle Odyssée de Bernadette. Mais non, je n'ai aucun lien avec la grande famille Turcotte des légendaires Ernest Pauvre et homme Joseph. ordinaire. Ouais, c'est ça. Mais non, pour vrai, je viens de la Beauce, puis nos arbres généalogiques font ça. Ils se sont jamais croisés. Mais c'est pas grave, j'ai une fierté quand même. Puis, sans prétention, là, on me demande souvent si je fais partie de la grande famille, mais je le dis, non, parce que j'aurais pu lever le mythe, moi aussi. Moi, mes enfants, ils pensent qu'ils font partie de votre famille, puis je veux pas briser leurs rêves. Alors, ils n'écouteront pas le podcast. Non. Après la pause, on va entendre le fameux monologue d'Albertine Chalifou-Turcotte que Véronique a écrit pour le circuit Amos vous raconte son histoire, puis on pourra le commenter à ce moment-là. D'accord. Merci. Nous interrompons votre programme pour votre bloc tant attendu d'annonces commerciales. Nous tenons à remercier nos partenaires qui nous permettent de vous offrir ce programme extraordinaire totalement gratuitement à toutes les semaines. Tout d'abord, notre partenaire présentateur, Noroto Nissan, qui saura vous trouver le véhicule approprié. Noroto Nissan, un service de qualité depuis les 40 dernières années. La ville d'Amos, partenaire fondateur des circuits et spectacles Amos vous raconte son histoire. Amos, berceau de l'Abitibi, la ville de l'avenir, longée par la majestueuse rivière Arikana. Hydro-Québec, qui participe avec nous depuis près de 10 ans. Nos députés, Sébastien Lemire et Suzanne Blais, qui apportent leur soutien à la communauté artistique et culturelle d'ici. Agnico Eagle, société d'exploitation aurifère en activité depuis 1957. Ressources Bonterra, à la tête de 3 projets miniers près de Lebel-sur-Quivillon. Location Amos, spécialiste en location et vente d'équipements forestiers, miniers et de construction, situé à Amos dans un magasin fraîchement rénové. Merci à tous nos partenaires médiatiques. Médiaté, fier de participer au contenu créé par des gens d'ici, bien de chez nous. TVA et Nouveau Abitibi. Capital Rock et Wow FM, propriété de Cogeco Média. Merci au Journal Le Citoyen et à Bao Média. Une mention également pour NIAC, spécialiste en hébergement web, développement de sites et d'applications qui offre des outils technologiques à toutes les entreprises. Merci à Protec, au Centre du camping d'Amos et Lassar et à Canadian Tire pour leur participation financière à notre projet. Merci de les encourager, puisque c'est grâce à eux que vous pouvez en apprendre davantage sur votre histoire. Bon programme!
De retour avec nos invités Sylvie Turcotte et Linda Burke et l'auteur du circuit historique théâtral Amos vous raconte son histoire, Véronique Filion. Dis-moi, Véronique, on va plonger un peu plus dans la création de la scène de théâtre qui a été écrite puis qui est jouée depuis 10 ans, la scène des Turcottes. La scène avec, entre autres, Albertine Turcotte. Est-ce que cette scène-là a toujours été relativement pareille d'année après année? Oui, je te dirais que moi, c'est sûr qu'à la création, c'était évident que j'avais un personnage qui représentait la famille Turcotte. J'ai toujours plus de comédiennes qui se proposent. Donc, d'emblée, c'était sûr que c'était Albertine ou Bernadette. Ayant fait le spectacle de Bernadette, je trouvais ça important d'incarner Bartine. Et elle a changé un petit peu au cours des années, dans le sens qu'elle a eu... à un moment donné, on lui a rajouté des enfants. Il y a eu des années, mon Dieu, on avait des gars, on a pu y faire son mari. Mais ça a toujours été Albertine qui était au cœur du monologue. Ça a toujours été elle qui racontait son point de vue à elle du voyage. Parce qu'elle le raconte, mais de façon humaine. Donc, elle a des commentaires. On comprend son opinion, comment elle a trouvé certains moments du voyage, puis tout ça. Puis, donc, il a toujours été, je te dirais, relativement pareil, parce que c'est une belle scène qui se passe sur le bord de la rivière. Et là, maintenant que je sais où ils étaient installés, je vais pouvoir dire à la comédienne de faire un geste pour montrer où ils étaient installés l'autre bord de la rivière. Mais puis ça se peut-tu aussi que ce soit parce que, justement, Ernest est passé à l'histoire, on parlait tout à l'heure de la chanson de Raoul Duguay, oui, entre autres choses. Je pense que ça, c'est un des moments forts là, de l'histoire. Mais c'était peut-être aussi pour redonner à la femme qui a aussi fait le voyage. Oui, parce qu'en général, de toute histoire, dans tout domaine, habituellement, c'est les hommes qui sont dans les livres. On va laisser un petit peu plus de côté la femme. Donc, je trouvais ça important que ce soit le personnage aussi féminin qui, tu sais, c'était pas sa décision à elle, ni à sa belle-sœur. C'était vraiment une décision que leur mari avait prise. Et comme tu dis, Sylvie, à l'époque, ben, on suit. Hein, si ton mari dit on s'en va s'installer à Amos, puis tu fais les valises, on part dans 2 semaines, c'était ça. Puis c'est sûr que l'image qu'on a, c'est que Bartine était beaucoup plus enthousiaste, était beaucoup plus partante que Bernadette, qui avait l'air d'être quelqu'un qui mettait un petit peu plus de... Oui, mais avez-vous pensé à... Ben oui, mais vous ne trouvez pas que... Elle avait comme un petit peu mis le doute, alors qu'Albertine y allait de façon plus aventurière. Fait que je trouvais que ça donnait un personnage très, très intéressant de voir une femme, mais qui avait le goût de l'aventure à cette époque-là. Est-ce que vous savez si Albertine était comme le personnage qu'on va voir dans la scène? Autant déterminé, je ne sais pas. Déterminée, je pense que oui. Mais plus simple, plus discrète, n'était pas extravagante. Non. Alors que nous, quand on la joue, ben, on la fait très souriante. Elle rit beaucoup. Puis il faut dire que la comédienne qui l'incarne, Marie-Ève Guindon, a trouvé on l'appelle le rire à ressort. Elle rit, puis ça rebondit, puis elle continue. Puis quand elle part... Puis là, on se dit, bon, là, Bartine n'avait probablement pas un rire mémorable de même, mais tu vois, on lui a rajouté ça. C'est correct, c'est romancé, mais c'est correct. Puis, ben tu dis romancé, je voulais en faire aussi une famille un peu romantique. Je m'explique. Souvent, à cette époque-là, il y avait des mariages, plus de conventions. On ne se mariait pas nécessairement toujours par amour. On ne choisissait pas toujours nécessairement le parti qu'on voulait. Puis, quand je fais le circuit, c'est des personnages qui représentent une classe de personnages. Puis j'avais déjà des couples que j'avais mis qui ne s'aimaient pas. Puis pour moi, c'était super important de montrer une famille unie, un couple serré, une famille unie dans le respect des parents, mais que les parents n'étaient pas non plus autoritaires et froids. Donc, moi, les Turcottes, c'est dans le circuit, c'est ma famille aimante et chaleureuse. Puis c'est ça que je voulais représenter avec eux. Là, dites-moi pas que j'étais à 3 milieux sous la main puis qu'ils étaient méchants, là. Ben, je connais pas tellement. On n'a pas connu vraiment les parents comme tels. C'est sûr qu'Albertine était plus réservée, mais sûrement que ça faisait une belle famille avec 4 enfants.
Mais vous avez connu vos propres familles. Fait que, Ouais. dans le fond, puis les Turcottes, il y en a beaucoup en Abitibi aussi, là, qui sont encore là. Mais c'est sûr qu'il n'y avait pas... C'était pas l'époque où il y avait des démonstrations d'affection. Non. Donc, autant mes parents, je me dis que mes grands-parents étaient pareils, là. Ils ne démontraient pas leur affection. Il n'y avait pas des petits becs par-ci, par-là, là. C'était pas... c'était comme pas à mode, là. C'est ça. Rassurez-vous, on le fait pas dans le spectacle non plus. Mais c'est sûr que ils s'aimaient beaucoup. Oui. Ça, c'est sûr. Sûr, puis ils sont pas mariés obligés, là. Ils ont fait un choix de se marier. Oui, je pense que c'est un S'aimaient couple beaucoup. qui s'aimait. Puis de ce que je sens, c'est que cet amour-là, quand tu as l'amour du papa-maman, ça se donne à la génération des enfants qui le redonnent. Si ça avait été, comme on dit, une famille désunie ou querelleur, vous le sentiriez encore aujourd'hui. La Exact. preuve, c'est que vous êtes là aujourd'hui. Avec des sourires, oui. Véronique, tu as aussi rajouté Bernadette l'année dernière, ou il y a 2 ans, Oui. parce que elle était pas qu'on l'avait volontairement évacuée, mais elle était juste pas dans la scène. Là, tu l'as rajouté. Ben oui, parce que c'est ça. Moi, j'essaie toujours d'adapter mes spectacles aussi en fonction de combien de comédiennes j'ai. J'essaie de toujours donner à tout le monde un rôle. Donc, j'ai décidé d'ajouter Bernadette. On n'a pas changé le monologue de Bartine. Elle raconte toujours avec le même enthousiasme leur épopée, puis pourquoi ils venaient s'installer. Mais Bernadette ajoute des petits commentaires juste pour qu'on sente qu'elle est un petit peu moins partante, qu'elle a peut-être trouvé ça un petit peu trop de la folie, qu'elle aurait peut-être attendu l'été. Donc, ça donne juste un petit peu un contrepoint, parce que Bartine est tellement enthousiaste qu'à l'écouter, tout a été sur des roulettes, puis c'était merveilleux, puis tu fais « Wow, quand même au mois d'octobre, là, puis il y a eu des orages. » C'est comme la voix de la raison, un peu, mais en même temps, c'est aussi ton point de vue que tu passes dans Bernadette. C'est ça que je sens, notre point de vue contemporain. Oui, exactement. Bernadette cette a un petit peu le questionnement que nous, on a aujourd'hui de se dire « Mais c'est une folie, mais ça n'a donc bien pas d'allure. » Et ça, on le dit dans la scène que quand ils sont... Puis c'est arrivé dans la vraie vie, là, quand ils sont partis là, du lac Témiscamingue, il y avait les villageois, là, « Au revoir, bonjour, bonne chance. » Puis là, on se dit tout le temps, il y en a qui devaient m'émérer dans le dos puis dire « Mais ça n'a pas d'allure. » Il aurait dû y aller puis faire venir les enfants puis la femme après le camp. Tu sais, bon, tout le monde y allait de son petit commentaire, comme on dit dans la scène. Fait que oui, Bernadette représente un petit peu notre œil contemporain sur cette épopée-là. Le rapport à Bernadette et Joseph versus Albertine et Ernest, est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu vent? Vraiment. Ils n'ont pas eu d'enfants et ils ont quitté la région aussi. Hein? C'est ça, ils ont quitté la région. Même mon père, il ne se rappelle pas d'eux autres, là. Fait que ils ont quitté rapidement, dans peu de temps après, mais ils ne voyageaient pas comme Non, c'est ça ça. voyage. Ils ne se voyaient plus, là. Ils ne se voyaient plus. Non. Du moment que tu quittes la région, C'est ça. la route est arrivée en 37, Montréal à Exactement. Beauce, fait que là, à un moment donné, C'était par écrit tu ne reclenches pas le voyage en canot pour Noël. Là. Non, parce que Joseph, je crois qu'après quelques années à Amos, il était allé s'établir à Barrault, puis après, il a quitté la région. Puis comme on dit, comme ils n'ont pas eu de descendants, ben, vous n'avez pas eu de nouveaux cousins-cousines. Là. C'est ça. Mais je sais que Ernest puis Joseph étaient très proches l'un de l'autre. Ils s'entendaient très, très bien. Ouais. Je ne dis pas qu'ils ne s'entendaient pas bien avec Hormidas, ils s'entendaient bien aussi, mais ils étaient vraiment la même mère. Ouais. Fait qu'en ayant la même mère, il avait peut-être fait, je sais pas, il avait créé des liens différents. Ils n'avaient pas beaucoup d'âge de différence non plus. Non. Ben, Joseph, c'était le plus vieux, Ouais. là, mais non, il n'y avait pas... Fait qu'ils ont tous fait leur petit coup pendable de jeunesse ensemble. Sûrement. Ah, ben peut-être qu'ils en ont pas fait. Peut-être. Hein, ils étaient peut-être Tant qu'à créer un mythe. Ah ouais. Mais c'était des amis, dans le fond. Oui. Des frères à un moment amis, donné, ouais. ton frère, il y a beaucoup de familles encore comme ça. Moi, mes parents, tous les frères et sœurs, ça a grandi ensemble, c'est resté amis, puis c'est Oui. leur principal cercle d'amis. Ça a dû être difficile de voir Joseph partir à un moment donné. Oui. Parce que Oui. Oui. le rêve, c'était de bâtir l'Abitibi. Oui,
Ben, c'était de vivre. Oui, de vivre, c'est vrai. Mais c'est sûr que ça a dû faire quelque chose, mais il y avait toute la famille, là. Il y avait quand même... ils ont eu 11 enfants, il y en a quand même 8 qui ont survécu. Donc, la famille prenait toute leur table, le travail. Puis les enfants ont aidé après ça, j'imagine, dans les commerces, dans les tâches, comme vous disiez tout à l'heure, à la ferme. Écoutez, si vous voulez bien, on va l'écouter, cette scène-là. On va replonger dans la scène d'Amos vous raconte son histoire. Alors, on va écouter donc Bartine et sa belle-sœur Bernadette qui racontent au jeune Amos leur épopée. Avec Marie-Ève Guindon dans le rôle de Bartine et Gabriel Blais dans celui de Bernadette, avec Maxime Ali, Micha Turcotte et Elisabeth Higgins dans le rôle des enfants. On écoute ça. Madame Turcotte, voudriez-vous me raconter comment vous êtes arrivée ici? Appelle-moi donc Bartine, petit gars. Tout le monde m'appelle de même. Encore, Amos? Ça fait 100 fois qu'elle te le raconte. Je m'étonne pas de cette histoire-là. Envoyez, Bartine, racontez! Je sais bien que notre aventure intéresse bien les gens. Puis je peux vous dire que pour vivre des aventures de même, il faut commencer par marier un aventureux. Puis mon Ernest puis ses frères, ça en était toute une gang. Je me doutais bien qu'avec mon mari, j'aurais pas une vie ordinaire. Au début, on a fait comme tout le monde. On s'est mariés, puis j'ai eu mon premier enfant, Armand, pendant qu'Ernest travaillait dans les chantiers. Mais c'est un malheur qui a changé le cours de notre vie. Dans ce temps-là, on habitait à Saint-Rémy-d'Ameuse, dans les Laurentides. Mais un bon soir, j'entends comme un crépitement dans le haut de la maison. C'était le feu! Là, je me garoche dans la chambre des petits, puis je sauve mes 3 enfants. Quand ils sont en sécurité dehors, je retourne en dedans pour sauver ce que j'ai de plus précieux. Le moulin à coudre! La maison fut une perte totale. On a eu 400 piastres de l'assurance, puis avec cet argent-là, mon mari et ses 2 frères décident de tenter la chance dans l'Ouest canadien. Ce fut une aventure, disons, décevante. C'était pas du tout comme les hommes croyaient. Fait qu'après 1 an dans les prairies, nous v'là pas repartis pour le nord Témiscamingue. Un frère Turcotte en moins, puis un nouveau bébé en route. Mais le Témiscamingue, c'était temporaire, parce que mon mari puis son frère Joseph avaient entendu parler d'une nouvelle région où il était possible d'avoir des belles terres, même pour les pauvres gens. Ernest puis Joseph savaient qu'il y aurait dans pas long un village qui pousserait à côté du train puis de la rivière Aricana. Les hommes voulaient arriver les premiers pour s'installer. Ils se disaient « On va frapper! » Fait qu'on décide de tenter notre chance. Moi, j'ai le goût de l'aventure, comme mon mari. Mais pour ma belle-sœur Bernadette, c'était plus dur. Vous savez, c'est pas facile de savoir qu'on va quitter sa famille, qu'on va s'installer loin du monde, qu'on va manquer de pas mal d'affaires, puis de la grosse ouvrage qui nous attend, en plus de celle du quotidien. Mais comme on dit, qui prend mari, prend pays. Puis on a marié 2 frères qui avaient bien la bougeotte. Nos maris savaient donc que les travailleurs affectés à la construction de la voie ferrée du National Transcontinental venaient d'arriver. Comme la traque n'était pas encore aboutée, le seul moyen pour se rendre en Abitibi, c'est d'y aller en canot. Fait qu'on décide, le 22 septembre 1910, de partir avec nos familles, apportant armes et bagages. Joseph Turcotte et sa femme Bernadette, Ernest, moi, puis nos 4 enfants. Armand était rendu à 5 ans, Rose avait 3 ans, Aline 2. Puis il y avait aussi mon petit bébé de 9 mois, Ivano. C'était moi le bébé, puis je me rappelle de tout. Ben voyons donc, t'étais bien trop petit, Ivano. Je me rappelle, bon! On est parti à l'automne du Témiscamingue avec 2 canots et 4000 livres de marchandises. Hey, ça, c'est pesant comme 3 bœufs, tiens! Fallait tout amener. Les provisions, le linge, les meubles et même notre poêle en fonte. Oh! On était tellement chargés que l'eau venait à 3 pouces du bord. Et le jour du grand départ, il y a plusieurs personnes qui sont venues nous souhaiter bonne chance. Ça jasait pas mal. Puis on a une batch qui nous trouvait déraisonnable de partir de même. Tout le monde y allait de son petit commérage. Pourquoi pas attendre que le train se rende? Qu'est-ce qui presse de même? Les hommes pourraient partir, puis vous les rejoignez quand la maison sera construite. Avez-vous pensé aux enfants? Il fait déjà frette? Puis d'autres encore. Quelques-uns nous ont même dit qu'on était fous. Puis je pense bien que le monde a continué à répéter ça, même quand on n'était plus là. Ils avaient pas de tort. Faut comprendre qu'on n'avait rien pour nous autres.
Mais les gars connaissaient le chemin, puis on leur faisait confiance. De toute façon, on avait tout emprunté sur le crédit, fait qu'on ne pouvait plus reculer. Puis c'est pas notre genre non plus. Ça nous a pris 22 jours de canot pour traverser les lacs et les rivières de la région. C'est sûr que partir en automne fait qu'on a pas mal affronté d'intempéries. Orage, pluie, bourrasque, grésil. Il y a un soir plus épouvantable que les autres que j'oublierai jamais. Il y avait de l'orage, puis des bourrasques de vent. Ça faisait des grosses vagues sur le lac, tellement qu'on se demandait si on n'était pas mieux de tout sacrer à l'eau. Finalement, on s'est dirigé vers un camp qu'un gars que Joseph connaissait. Là. On pensait pouvoir s'abriter là bien tranquille toute la nuit pour attendre la fin de l'orage. On était épuisés, puis tout trempe à la verte. On était devant le camp, puis là, on voit des pancartes partout. Attention, dynamite! Et là, la chienne nous a pognés. Fait qu'on installe la tente à 300 pieds de la cabane, puis on ferme pas l'œil de la nuit parce qu'on a peur que la foudre fasse sauter la dynamite. La nuit d'angoisse qu'on a eue, là, c'est bien drôle à raconter. Mais je peux vous dire que personne n'avait le goût de rire ce soir-là. Ah oui, te rappelles-tu de la fois que les gars nous ont laissés tout seuls avec les enfants pendant qu'ils allaient chercher des provisions à un autre lac? Ils retrouvaient plus notre cachette, puis ils se sont perdus. Hey, là, on paniquait. Personne savait où on était. Pas d'homme, pas de canot. Hey, là, moi vous dire, ben franchement, entre nous autres, j'ai regretté l'aventure. C'était allé trop loin. Puis quand je regardais mes enfants, je me disais qu'on avait été un peu trop confiants dans Providence. Mais j'ai jamais autant prié. Puis j'ai été entendu, faut croire, parce que les hommes sont revenus le lendemain, plein de remords eux autres avec. Je vous dis que nos deux grands aventuriers ont filé pas mal cheap après avoir vu nos faces de boîte. Fallait se battre contre la température, mais aussi contre la nature. Sur une carte, les lacs puis les rivières, ils ont l'air d'être raboutés bien propres. Ben, c'est pas vrai pantoute. Dans la réalité, faut faire des portages. Puis ça, c'est une épreuve en tant que telle. Oubliez pas qu'on traînait 2 tonnes de stock. Il y a un bout où on avait tellement d'eau que nos maris devaient nous transporter sur leur dos. Ben, moi, la seule affaire que je transportais, c'était mon bébé. Mais des fois, j'aurais bien voulu aider plus. Mais les hommes avaient été bien clairs là-dessus. C'était eux autres qui se chargeaient du stock. Fait qu'ils partaient avec des charges sur le dos de 250 livres et plus. Puis là, ils retournaient en sens inverse chercher le reste. Il y a un portage, à un moment donné, qui a duré 3 jours. Mais 3 jours de pluie, puis dans swamp. Les hommes étaient plus capables. Ils ont demandé à 2 Algonquins qui étaient tentés près de nous autres d'aller chercher le canot qui était resté au début du portage en échange de poches de sucre. Et moi vous dire qu'on en a rencontré pas mal des sauvages durant notre trajet. Puis s'ils n'avaient pas été là, pas sûr qu'on serait arrivé sain et sauf. Mais on a fait du troc, même si on se comprenait pas. Miam, miam. J'ai pris le temps d'écrire un journal de bord tout au long de notre périple. À chaque jour, je prenais un petit moment pour écrire un petit quelque chose pour qu'on s'en rappelle toute notre vie de cette folie-là. Ce fut une folle odyssée. Mais à travers des beaux paysages, on a gardé le moral. On payait vers un monde nouveau, puis avec l'espoir d'une vie meilleure. Vers la fin, on était bien fatigués à cause du fret puis des portages. Oui, notre patience fut mise à rude épreuve. Mais on est arrivé ici sain et sauf le 15 octobre 1910, en même temps que les flocons de neige. Il était temps qu'on arrive. Mais la compagnie qui faisait le chemin de fer nous ont bien accueillis puis bien aidés. Ils ont offert des contrats aux hommes. Notre histoire intéressait bien les employés de la compagnie, puis Ernest puis Joseph se tannaient pas de la raconter encore puis encore. Les premiers temps, on n'avait vraiment pas de problème de nourriture avec la trappe, la chasse puis la pêche blanche. Mais comment oublier le fameux premier hiver? Il y avait bien de la neige, puis il faisait fret. Je m'en rappelle, mes sœurs en avaient jusqu'au cou. T'étais bien trop petit, tu peux pas t'en rappeler. M'en rappelle, bon! Un jour, Ernest était parti vérifier sa ligne de trappe, puis la noirceur le pogne. Il faisait moins 45 pour vous dire. Ben, il est arrivé ce qui devait arriver. Il s'enfonce dans un ruisseau. Mon mari est bien fort, puis il a réussi avec bien de la misère à sortir de là. Ses allumettes étaient pas mouillées, puis il s'est allumé un feu pour se réchauffer. Après, il repart. Mais là, il cale dans les eaux glacées de l'Aricana jusqu'à ceinture. Pas capable de faire un feu parce que les allumettes sont mouillées, cette fois-là. Fait que mon Ernest, trempé jusqu'aux os, se remet en marche. Il lui restait 1000 à faire à moins 45.
Il commence à geler, puis ça l'affaiblit, puis le désespoir le pogne. Puis nous autres, on était inquiets à la maison. Ils savaient pas pourquoi il était en retard. On pouvait pas aller à son rencontre parce que mon mari prend pas toujours le même chemin. Ben, vous me créerez ou pas, mais c'est le bruit de ces culottes gelées qu'on a entendu en premier. Mais c'est pas vrai, ça! Me rappelle encore du bruit. Crouch, crouch. Tu peux pas te rappeler du bruit quand même? Tu dormais. Ça m'a réveillé. Crouch, crouch. Mon Ernest était tellement gelé qu'il tremblait puis qu'il pouvait plus parler. J'ai découpé son linge puis ses souliers puis j'ai mis les pieds dans l'eau. Ses jambes étaient tellement gelées qu'il a dû passer l'hiver sans marcher. Une Moses de chance qui a fini par guérir parce qu'on avait besoin de lui, nous autres. Il y a des Indiens qui avaient entendu parler de la mésaventure. Ils sont venus lui apporter de la médecine de leur peuple. Ils ont fait un genre de crème avec de l'argile qu'ils mettent sa peau, puis après quelque temps, la chair a fini par repousser. Une chance qu'il était là, parce qu'il n'y avait pas encore de docteur. En tout cas, ça n'a pas été facile pour mon mari de rester assis tout l'hiver. Puis le premier, celui où est-ce qu'il y avait tout à faire. Me rappelle encore de son bougonnage. On s'en rappelle toutes. Mais la vie nous apporte aussi des beaux moments, comme la naissance de notre fille Irena en 1913. Ce fut la première blanche baptisée à Amos, vous savez. Bon, ben, fin de l'histoire. Déjà? D'habitude, vos histoires sont plus longues. Papa, il dit que vous avez une langue dans votre poche. Ivano, papa, il dit qu'elle a pas la langue dans sa poche. C'est pas pareil. En tout cas, si Barty n'a pas la langue dans sa poche, toi, t'as tout un front de bœuf. En tout cas, merci beaucoup, les Turcottes, pour vos histoires. Je me tanne vraiment pas. Vous aimez le podcast d'Amos vous raconte son histoire? Visitez nos attraits touristiques d'Amos Arikana, le Vieux Palais d'Amos, la Maison Hector Routier, le Centre d'archives d'Amos, le dispensaire de la Garde à la Corne et de même que le Musée de la Poste et de la boutique de Forges de Saint-Marc. Et ils sont tous ouverts pour vous durant tout l'été. Nous espérons de tout cœur que vous appréciez cette performance enregistrée du podcast. Si vous souhaitez supporter les productions du Raccourci, un organisme sans but lucratif multidisciplinaire artistique de l'Abitibi-Témiscamingue, vous pouvez le faire en faisant un don au lien disponible dans le descriptif du podcast. paypal.me/raccourci. Et voilà. Alors, l'aviez déjà entendu, cette version-là? Oui. Qu'est-ce que ça vous fait, là, avec tout ce qu'on a parlé? De le voir, parce que là, ça résume quand même bien le parcours, mais justement, là, de voir une comédienne qui est différente, finalement, un peu de la personnalité de votre ancêtre, mais est-ce que c'est choquant? Est-ce qu'on se dit, ouais, non, ça aurait pu être comme ça? C'est sûr que l'époque n'est pas la même, mais oui, ça aurait pu être comme ça. Dans le fond, il n'y avait pas le choix de bien s'entendre, puis de... Oui. Ben, en l'écoutant, on se disait ça, hein, qu'elle avait pas l'air commode, Bernadette. Ben, tu sais, elle ramène... comment on dit ça, là, qui pète une bulle un petit peu, là? Elle remet pendule à l'heure. Oui, oui. Mais c'est toujours... c'est vraiment... Moi, j'ai toujours été sentimental de ce côté-là. Avoir la chance de vous côtoyer pour travailler sur ce projet-là. Puis c'est sûr qu'on en profite un peu, hein. Nous autres, on est des artistes créateurs. On enjolive l'histoire. On raconte notre version des faits, mais de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui, c'est vraiment le fun. On est très contents. Oui. Moi, je me rappelle, justement, quand on a fait la représentation de La Folle Odyssée, le fameux 25 octobre 15 octobre 2010, et il y avait la famille Turcotte. Ce soir-là, dans la salle avec la famille, puis nous, les comédiens sur scène, en tout cas, je ne sais pas si vous autres, vous l'avez senti dans la salle, mais il se passait, il y avait une magie, c'était palpable. Puis on se disait tous, mais quel événement extraordinaire, quel privilège de pouvoir raconter une histoire 100 ans, jour pour jour. Oui, magnifiée, puis théâtralement, mais de pouvoir faire une espèce de communion là, avec la famille. Puis on se disait toujours, hey, ça devait être drôle d'être dans la salle puis de dire, le petit gars qui court sur la scène, c'était mon père. Ou mon grand-père, parce que je me souviens bien, il y avait Silvio qui avait-tu pu venir? Oui, je pense Il avait été là, hein?
Oui. C'était pas mal le dernier descendant direct qui avait pu assister, là, je veux dire, l'enfant là, d'Ernest et Albertine, qui avait... c'était quelque chose, quand même. Oui. Non, c'était bien. C'est le fun de voir que notre famille est mise en évidence, c'est sûr. Elle est inspirante aussi. Oui. Et puis, bon, écoutez, c'est déjà terminé pour notre podcast d'aujourd'hui sur la famille Turcotte. Est-ce que vous avez des implications? Vous aimeriez ça nous parler des choses que vous voulez plugger quelque chose? Est-ce que où est-ce qu'on vous retrouve? C'est vraiment bien. C'est vraiment intéressant de jaser avec des gens qui sont aussi inspirés que vous. Merci. C'est vraiment le fun. Merci. Bien, je sais que vous êtes bien impliqués. Vous êtes pas impliqués dans des activités qui s'en viennent, là, parce que là, on est dans le temps de COVID. Là. Je sais qu'on peut pas bien s'impliquer. Il n'y a rien qui s'en vient au programme dans les prochaines semaines? Non, pas vraiment. On va attendre votre film. Oui! On est en discussion avec Netflix. On ne sait pas si on fait une série d'épisodes. Non, mais on rit, mais je me disais, des fois, on fabule, puis on disait, ça ferait une belle compétition sportive, ça, en Abitibi, avec des équipes qui partiraient du Témiscamingue en canot, puis là, t'arrives à Amos, la grande arrivée. En tout cas, il y aurait quelque chose à faire aussi avec ça. En fait, les Turcottes sont très inspirants. Oui. Merci beaucoup, Linda Burke, d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Merci, Sylvie Turcotte. Merci. On va pouvoir surveiller ça. On continue d'ailleurs de partager cette histoire des Turcottes à travers le circuit Amos vous raconte son histoire. Alors, merci Véronique Filion. Ça m'a fait plaisir, Bruno Turcotte. Turcotte d'une autre famille, mais quand même. Turcotte, pas les bons. Une belle famille quand même. J'ai salué d'ailleurs tous les Turcottes de la planète. Donc, oui, très, très heureux d'avoir pu animer ce podcast Amos vous raconte son histoire. Merci aux comédiens qu'on a pu entendre dans l'extrait. Laissez-nous votre commentaire sur la vidéo Facebook ou sur YouTube, même sur Instagram, on est là. Aimez, partagez ou encore abonnez-vous à nos chaînes Spotify. Je vous rappelle que vous pouvez écouter tous nos épisodes au fur et à mesure les mercredis soirs et ensuite de ça de façon illimitée sur le site internet amosvousraconte.com. Merci aux partenaires qui nous soutiennent dans nos nombreux projets depuis plusieurs années et à vous, chers auditeurs, sans qui tout ça n'existerait pas et cette aventure-là prendrait fin demain matin. Mais là, je sais que vous êtes là pour nous supporter et sur ce, on vous dit à la prochaine.